Rémi Casals, bonjour. Vous êtes, bonjour, pardon. Bonjour. Donc, vous êtes historien et professeur émérite en histoire contemporaine à l'Université du Mirail à Toulouse. Oui, université qui vient de prendre le nom de Jean Jaurès. Ah, Enfin, d'accord, très bien. c'était attendu depuis très longtemps et enfin nous l'avons obtenu. Bon, bah, très bien. Vous êtes aussi un membre fondateur du CRIT de la guerre 14-18. Et donc, nous allons parler principalement de deux ouvrages. Le premier, c'est Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier de 1914 à 1918, enfin, le titre de l'ouvrage, aux éditions, donc qui a été réédité pour le centenaire et qui est édité en poche chez La Découverte. Et le second ouvrage, donc, 500 témoins de la Grande Guerre, sous votre direction, donc avec une contribution d'autres historiens aussi, et aux éditions Midi-Pyrénées et Disto, qui a été publié donc en 2013. Donc, j'ai trouvé deux intérêts majeurs à la lecture successive de ces deux ouvrages. Le premier, c'est la mise en parallèle du travail de l'historien avec son support de travail, et donc ici principalement le témoignage, et aussi le fait que les notes biographiques en fait se trouvent complétées du témoignage d'un soldat et qui permettent de donner vie justement au récit de cette histoire qui a été la Grande Guerre. Donc 2014, c'est l'occasion de nombreuses manifestations sur cet événement. Alors, si vous le souhaitez, on peut commencer par l'ouvrage que vous avez fait sur les 500 témoins de la Grande Guerre, et après nous irons. Bon, ben on peut commencer un petit peu à l'envers, puisque Voilà. le 500 témoins, c'est le point d'aboutissement d'un travail de longue haleine depuis 30 ou 35 ans. J'ai trouvé les carnets de guerre de Louis Barthas en 1977, publiés en 1978, et depuis, je continue à travailler dans ce domaine-là, parce que il me semble que parler des soldats de la guerre de 14, si on se contente d'écouter leurs officiers ou les journalistes ou à plus forte raison Maurice Barrès qui a fait la guerre dans son bureau du journal L'Écho de Paris à Paris, je préfère que ce soit les soldats eux-mêmes qui nous parlent d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pensé. Et il n'y a pas que des intellectuels qui ont écrit sur la guerre de 14. Bien sûr, il y a Barbus, il y a Dorgelès, il y a Genevois, il y en a d'autres qui sont très très importants. Mais ce qui m'intéresse, c'est que des gens ordinaires ont pris aussi la plume. Soit pour écrire à leur famille, étant donné qu'il y avait la séparation qui obligeait à conserver des liens avec la famille par la correspondance, soit des carnets personnels. Et là, j'en cherche, et les gens avec qui je travaille en cherchent depuis très longtemps, et on a réussi à arriver à un résultat de 500 témoins. Au départ, notre ambition, c'était d'en prendre 300, et puis c'est avéré qu'on en a trouvé encore bien davantage, et on est arrivé à ce chiffre de 500 témoins, dont exactement 50% sont d'origine populaire. Des cultivateurs, des artisans, des ouvriers, des petits commerçants, des employés de bureau, des instituteurs de campagne, la moitié. Alors ça ne représente pas tout à fait le schéma de la population française. Les intellectuels sont encore évidemment un peu surreprésentés, mais déjà 50%, c'est un très bon résultat. Parce que avant nous, il y avait eu un livre un peu de même type qui est apparu en 1929, et là, c'était 0%. Donc c'est très simple, 0% pour les catégories populaires. Et on est arrivé à 50. En fait, vous êtes en train de pointer l'intérêt même de cet ouvrage parmi la masse d'ouvrages qui ont été écrits depuis ces dernières années par les historiens, en fait. Il y a une historiographie de la Grande Guerre qui s'amplifie d'année en année, il faut tout de même le noter. Et donc, c'est vrai que votre ouvrage est très intéressant par rapport à ça. C'est que nous avons une idée de plusieurs profils, de plusieurs types de gens qui ont fait la Grande Guerre. Et au final, ceux qui étaient dans les tranchées, c'était forcément ces hommes aussi de tous les jours et pas Oui, des intellectuels. Donc, oui, quand vous parlez de la prolifération de livres sur la guerre de 14, on est bien placé ici dans cette librairie, puisque effectivement nous en avons des dizaines et des dizaines. Et finalement, les 500 témoins, c'est le seul livre de cette catégorie qui rassemble et qui fasse une synthèse sur les témoignages. Donc, on peut estimer qu'avec mes collègues, nous avons fait œuvre originale et utile.
Alors ensuite, les témoignages, c'est un moyen de constater que la guerre a été extrêmement diverse selon les gens. D'abord, il y a des civils et des civils. Dans notre 500 témoins, il y a un certain nombre de civils et un certain nombre de femmes également qui ont tenu un journal, par exemple, pendant la guerre. Bon. Ensuite, il y a des militaires. Mais un militaire n'est pas obligatoirement un combattant. Peut-être la moitié, à peu près la moitié des militaires de 14-18 qui n'ont pas combattu, qui n'étaient pas des poilus. Le poilu n'étant pas un homme avec beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe ou de moustache obligatoirement. Le poilu, c'est un combattant. Et je dis toujours à Toulouse qu'un militaire barbu et chevelu qui aurait fait la guerre à Toulouse ne serait pas un poilu. Hein, pour être un poilu, il faut avoir été sur le front, il faut avoir vraiment combattu ou avoir fait partie du corps médical. Alors les médecins, les infirmiers ne combattent pas, mais ils sont au danger. Et donc nous avons dans nos 500 témoins toutes les catégories possibles. Et l'intérêt pour les historiens, c'est qu'il faut aller aussi lire les témoignages des non-combattants pour qu'on n'ait pas une idée fausse de la guerre. Parce que si on se contentait de prendre les témoignages publiés par des maisons d'édition, on aurait une idée fausse. Les maisons d'édition ne publient que des témoignages qui peuvent intéresser un public. Il faut que le livre ait un public pour que la maison d'édition soit en équilibre. Donc, si c'est un témoignage médiocre de quelqu'un qui n'a pas combattu, par exemple, j'ai 2 ou 3 dans le bouquin, nous avons 2 ou 3 lieutenants qui sont officiers d'administration d'hôpital. Donc, ils ne combattent pas, ils ne soignent pas. Ils passent leur guerre de 14 à remplir des paperasses. Mais ces gens-là ont existé. Et si on ne tient pas compte d'eux, on a une idée fausse de la guerre. La guerre, bien sûr, c'est une extrême violence, mais il y a aussi soit des périodes de calme, des secteurs que les soldats appelaient les secteurs pépères, tranquilles, où il ne se passait rien, presque rien. Et puis, il y a tous ces non-combattants dont il faut aussi tenir compte. C'est la force de l'histoire, en fait, et du fait que vous avez fait cet ouvrage en contribution d'autres historiens, de nous permettre d'avoir une image de plus en plus claire, même si elle ne peut jamais être unique et vraie. Mais en tout cas, justement... il n'y a pas d'image unique. C'est pas possible. Parce que chaque personne a été dans une situation particulière. Alors certes, il y a des points communs. Les combattants des tranchées ont eu tous affaire à la boue, au froid, à la neige, aux poux, aux mouches, aux rats, tout ce qu'il y a dans les témoignages dont Bartas, dont on parlera tout à l'heure. Les moments terribles qui sont les bombardements et les attaques. Alors les bombardements, pourquoi c'est terrible ? Parce qu'on reçoit des obus qui arrivent quelquefois de 10 km. Donc imaginez le fantassin dans sa tranchée avec son fusil et sa baïonnette, totalement dérisoire. Il ne peut pas se défendre quand il a un obus qui arrive de 7, 8, 10 km. Et il n'a qu'une chose à faire, c'est d'espérer que ça tombera un peu plus loin. Parce que si ça tombe dans la tranchée, lui et ses camarades sont pulvérisés. Donc les bombardements, c'est une angoisse terrible. La guerre de 14 est une guerre d'artillerie. Et puis le deuxième moment terrible, c'est le moment où on va sortir de la tranchée. Parce que dans la tranchée, on est relativement à l'abri. En tout cas, on est à l'abri des balles, du tir tendu. Et puis pour attaquer, il faut sortir, il faut se mettre à découvert. Et donc on est fauché par les fusils, par les mitrailleuses, par les obus, on est à découvert. Et le moment où on va sortir, les quelques minutes qui précèdent l'attaque, on sait qu'il va falloir sortir. Il y a les échelles qui sont déjà prêtes. Il y a l'officier qui regarde sa montre, qui va siffler. Là, c'est le moment terrible de l'angoisse où on se dit d'un camarade à l'autre, si je tombe, il faut que tu n'oublies pas d'avertir ma famille, etc., de lui envoyer mon portefeuille. Enfin, voilà. Ce sont des moments absolument terribles qu'on a du mal à imaginer et que les gens de l'arrière avaient du mal à imaginer aussi. Et ça, je crois que les soldats avaient quelquefois du mal parce qu'ils étaient incompris. Même de leurs proches,
on ne pouvait pas imaginer ce qu'ils ont vécu dans cette situation-là. Je me souviens d'une anecdote, mais qui est très, très significative et qui est, je crois, assez terrible. C'est un ancien combattant qui était encore vivant, donc on a pu l'interroger, et il répond à l'historien qui l'a interrogé: pendant la guerre, j'ai tenu un carnet parce que je voulais le faire lire à ma femme pour qu'elle sache exactement ce que j'avais vécu. Alors l'historien, très content, lui dit: et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Et réponse du combattant: finalement, je ne le lui ai pas montré. Elle ne m'aurait pas cru parce qu'elle lisait les journaux. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Elle ne m'aurait pas cru, moi qui ai fait vraiment la guerre, parce qu'elle était absolument remplie de cette propagande que les soldats appelaient le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, c'est un mot qui existait avant la guerre de 14, mais qui a été très popularisé par la guerre de 14. D'ailleurs, Louis Barthas en parle à la fin de la guerre, quand il se retrouve à Paris et il est dans le métro et il vit totalement ce décalage entre ce que lui a subi pendant ces 4 années et la vie parisienne qui a continué son cours. Mais c'est justement bien qu'il n'y ait pas seulement que des soldats dans cet ouvrage, parce que il faut aussi essayer de comprendre cette différence entre les deux et pas forcément de la juger à mal, essayer de comprendre l'arrière qui pouvait avoir ses réactions par rapport à ce qui se passait au front et ce fantasme du front qui ne correspondait pas à la réalité. Donc, alors l'arrière aussi était soumis à des pressions très fortes. Il y a de l'angoisse, évidemment. Les familles, les mères, les épouses, les fiancés se demandent si l'homme va revenir de la guerre. Et quelquefois, dans les villages, on regarde si le maire va sortir avec ses habits du dimanche, parce que s'il sort de la mairie avec ses habits du dimanche, c'est qu'il vient apporter l'annonce de la mort de quelqu'un. Et alors, quand on est à droite de la rue et qu'on le voit partir à gauche, on se dit ouf, c'est pas chez nous qu'il arrive, au moins pour cette fois. Et puis imaginez aussi la mère qui écrit à son fils et une lettre lui revient: l'expéditeur n'a pas pu être atteint. Donc c'est pas un avis de décès, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Donc il y a cette angoisse quand même qui prend le cœur et le corps de toutes ces femmes qui sont à l'arrière, qui par ailleurs doivent faire un travail considérable, puisque il faut qu'elles remplacent leur mari dans les différents travaux. Alors il y a une idée fausse qui court souvent sur la guerre de 14, on dit les femmes ont commencé à travailler. Bon, c'est absurde, ça ne tient pas une seconde. Les femmes ont toujours travaillé, surtout dans les milieux populaires, hein, évidemment. Mais en 14, quand l'homme est mobilisé, il faut, en plus du travail de la femme, faire le travail de l'homme, le labour par exemple, ou des choses comme ça, ou dans les commerces, prendre la comptabilité, prendre la responsabilité de l'exploitation ou du commerce ou de l'artisanat. Et donc là, les femmes aussi ont énormément souffert à leur façon de la guerre.